Et nous revoilà, mesdames et messieurs, à nouveau bonjour à ceux-là qui ne nous rejoignent que maintenant. L'entretien s'installe ainsi pour 80 minutes d'échange avec notre invité. Il s'agit du professeur Roger Gbeyonvi, ancien ministre. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Je vous installe sans toute autre forme de protocole. Je n'ai rien contre le protocole, mais quand il n'y en a pas, je ne l'exige pas. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci d'avoir pensé à moi pour cet entretien. Et on va démarrer par l'actualité du moment. Les Béninois sont appelés aux urnes le 11 avril, vous le savez. Et depuis vendredi dernier, 3 différents projets de société leur sont présentés. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Monsieur Gbeyonvi? Vous parlez de l'actualité. Qu'est-ce que tout cela m'inspire? Cela m'inspire, j'allais dire, un immense changement. En ce sens que, vu mon âge, j'ai participé à pas mal de campagnes électorales. Il y avait effectivement des enjeux. D'accord. Cette fois-ci, je me demande quel va être l'enjeu, quels seront les enjeux. Et j'avoue que pour la première fois, peut-être pour la dernière fois, parce que j'ai un certain âge. Mais on espère que ça ne sera pas pour la dernière fois. Je l'espère aussi. D'un côté, il y a des choses qui ont été faites par quelqu'un qui est encore candidat. De l'autre, nous allons avoir des gens qui vont nous faire des promesses. Des promesses de mieux faire. Je me demande si nous n'allons pas raisonner, j'allais dire, très terre à terre, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Bon, c'est en ce sens que je dis que pour la première fois, pour moi, depuis longtemps, depuis si longtemps que je participe à des campagnes électorales, pour la première fois, il va être difficile pour les gens à promesse peut-être de nous convaincre qu'ils feront mieux que celui qui est sortant et qui demande à nouveau qu'on lui donne 5 ans. Mais Monsieur Gbeyonvi, depuis les dernières communales et législatives, on va dire que les Béninois semblent s'être accommodés de la sobriété de la campagne. Est-ce une avancée? La sobriété de la campagne. Si vous dites sobriété et que vous voulez que moi je vous dise que c'est mauvais, ah non, vous avez mal choisi parce que j'aime la sobriété. Je disais quelque part l'autre jour, écoutez, je vais mourir, je vous en prie, si je n'ai pas le temps d'écrire un testament, liquidez vite cette histoire et que la vie continue. Je suis de Ouida où l'on aime les obsèques grandioses, peut-être à Porto-Novo aussi, et à Abomey et ailleurs, mais je n'aime pas les obsèques grandioses. Alors je le dis déjà pour moi et pour mes parents que j'ai eu l'honneur d'enterrer. Il n'y a pas eu d'obsèques grandioses et les gens se sont étonnés. Donc la sobriété pour les élections, pour la campagne, je suis pour, mais que ce soit une sobriété, disons, instructive. Que le candidat sortant, pardon, qui est en même temps, oui, le candidat, le président sortant qui est en même temps candidat, veuille bien être terre à terre, pour ainsi dire, et nous dire comment, comme le veut une devise de chez nous, comment il va maintenant tisser la nouvelle corde, sa deuxième nouvelle corde à l'ancienne. Je suis de ceux qui pensent que l'ancienne corde, celle qu'il a tissée pendant 5 ans, est une bonne corde. Elle n'est pas vieille, elle est jeune. Comment va-t-il renforcer cette corde? Comment va-t-il s'y prendre pour que cette corde se prolonge et se rallonge dans l'excellence? Et surtout, et moi j'y pense déjà, parce que tisser l'ancienne corde au bout de l'ancienne... La nouvelle au bout de l'ancienne? Oui, la nouvelle corde au bout de l'ancienne, ce sera en vérité dans 5 ans. 2 mandats, il s'en va. Celui ou celle qui prendra sa place, saura-t-il tisser l'ancienne corde, la nouvelle corde? Peut-être que les Béninois vont préférer l'alternance le 11 avril, au soir du 11 avril aussi. Je ne sais pas. N'allons pas jusqu'à... Non, si la plupart ont 40 ans,
c'est-à-dire pas aussi jeune que vous. Si la plupart des Béninois ont 40 ans, je serais surpris qu'ils décident de changer l'entraîneur qui est en train de faire gagner l'équipe. Ça, c'est votre opinion, peut-être que tout le monde ne la partage pas. Non, je veux bien que mon opinion soit une opinion excellente et que tout le monde opine de la tête en disant mais oui. Non, malheureusement, les esprits sont différents, les raisons aussi sont différentes. Donc les esprits sont différents, les raisons sont différentes, mais lorsque je vous présente, oui, c'est encore un adage de chez nous qui le dit, lorsque je vous présente, non, pas nécessairement de chez nous, un vase de pierre et un vase de terre. Mais si vous voulez quelque chose qui dure, madame, vous allez m'arracher le vase de pierre et vous me dites, monsieur Gouirvi, gardez votre vase de terre. Parce que vous allez devoir en changer bientôt. Mais moi, je préfère le vase de pierre. Pour le moment, parmi les candidats que nous avons, que je connais, je pense que celui qui représente pour moi et dont je souhaite qu'il représente pour les Béninois le vase de pierre ou le vase de fer, est-ce qu'on a le droit de dire leur nom? Non, on va même pas s'aventurer à faire la propagande d'un candidat parce qu'on n'a pas le droit plateau, en plein entretien électoral. Voilà, ils ont tous le droit à l'égalité selon la décision de la si je parle dans le camp de X, vous allez m'obliger à parler dans le camp de Y et de Z. Pour respecter l'égalité imposée. Voilà. Donc, je me tais sur la question. Je dis donc de façon, j'allais dire philosophique, ou de façon fabuleuse. C'est dans une fable de La Fontaine, mais que les enfants n'étudient plus, entre le vase de pierre, de terre et le vase de pierre ou de fer, le choix se fait de lui-même. Aujourd'hui, nous avons aussi une campagne médiatique en dehors de la propagande sur le terrain. L'intérêt de cette campagne médiatique, est-ce que ce n'est pas aussi un peu pour aller à l'essentiel, le débat des projets de société, contrairement peut-être à ce qu'on a eu à voir de vos temps, on va dire? Quand vous dites débat de société, projet de société, ça me gêne un peu. Parce que depuis longtemps, je n'ai jamais vu dans mon pays un projet de société qui ne soit pas un tissu de promesses non tenues. Je dis bien un tissu de promesses non tenues. Et si je suis si heureux aujourd'hui et presque en campagne devant vous, en campagne que je ne le ferai pas, c'est parce que pour la première fois, pendant 5 ans, des promesses ont été tenues, qui ont été faites et dont certaines n'ont même pas été faites de façon, j'allais dire de façon audible. Parce que pour avoir un projet de société, il faudrait peut-être que nous nous transportions en France, où ils ont encore la distinction entre la gauche et la droite. La gauche, c'est pour les travailleurs. La gauche, quand la gauche est au pouvoir, les travailleurs sont heureux. Les travailleurs, attention, les petits travailleurs. Quand la droite est au pouvoir, les entrepreneurs sont heureux. Alors, les deux construisent la France. La droite dit, moi, je vais faire avancer, je vais favoriser les entrepreneurs pour qu'ils créent des emplois. Et la gauche dit, moi, je vais favoriser les travailleurs pour que petit à petit, ils soient aussi au niveau des employeurs. Bon, donc, il y a d'un côté la droite qui est pour les employeurs et la gauche qui est pour les employés. Je n'ai jamais vu dans mon pays une grande différence entre les partis. Il y en avait quand même, madame, 278 qui se disputaient le pouvoir. Oui. Maintenant, puisque ce parti n'est pas en campagne, on peut peut-être en parler. Le seul parti politique au Bénin, qui commence d'ailleurs à être le plus vieux parti du pays, qui est un projet de société, mais vraiment différent de tout ce que j'ai vu, c'est le Parti communiste du Dahomey et désormais Parti communiste du Bénin. Lui, il a un projet de société révolutionnaire. Ce qui fait d'ailleurs qu'il a du mal à s'implanter dans le paysage politique béninois
Parce que la révolution, nous en avons même fait une, hein, attention, le parti communiste du Dahomey à l'époque n'était pas d'accord avec notre révolution. Et il avait raison. Nous avons bien vu où ça nous a conduit. Mais il me semble que ce parti a un projet politique, un projet de société, mais complètement différent de tous les autres. Il dit à qui veut l'entendre, à qui voulait l'entendre, qu'avec lui au pouvoir, mais ce sera l'égalité parfaite, ce sera, comme il est dit dans l'Évangile quelque part, nous sommes quand même en carême, il va renverser les puissants de leur trône et élever les humbles. Ah, renverser les puissants de leur trône, je le veux bien. Élever les humbles, je le veux bien, mais dès que les humbles seront assis dans le trône, il faudra les renverser aussi. Il vaut mieux. Ça sera l'éternel oui, siècle. Il vaut mieux, non pas la révolution, mais faire évoluer les choses de façon sage, de façon raisonnable. Voilà. Au cours de 2 semaines, donc, les Béninois auront 3 différents projets de société. Oui. À quoi doivent-ils faire attention pendant cette période de propagande pour être sûrs de faire le bon choix le 11 avril? Ils doivent faire attention, et non pas seulement aux paroles, mais aux actes promis. Et surtout, demander aux candidats, vous nous proposez, vous nous promettez monts et merveilles. Avec quoi vous allez élever les monts? Avec quoi vous allez faire les merveilles? Les merveilles. Parce que l'État que vous allez diriger n'est pas, je viens de parler des employeurs, ne crée pas des emplois. L'État ne crée pas des emplois. L'État ne crée pas de l'argent. C'est vous et moi qui, grâce à nos impôts, lorsque vous prenez, je ne sais pas, un verre de bière quelque part, même chez vous, vous payez un impôt à l'État. Parce que la bière, vous êtes allé l'acheter, l'État a déjà prélevé son sou ou ses 2 sous. Donc vous payez constamment des impôts sans le savoir. Et c'est ça qui enrichit l'État. Et c'est avec ça que l'État va faire des monts et des merveilles. Alors il faudrait que les candidats puissent dire aux électeurs que nous sommes qu'ils vont prélever de nouveaux impôts. Il faut qu'ils nous préviennent. Pour ne pas créer la surprise. Oui, et qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire de ces nouveaux impôts. Alors, s'ils veulent en faire des choses qui ne nous intéressent pas, s'ils veulent s'acheter des voitures neuves, flambant neuves pour l'État, c'est-à-dire pour des fonctionnaires, nous pouvons leur dire non, si c'est ça pour ça que vous voulez prélever de nouveaux impôts, nous on n'est pas d'accord. À 20 km de ma ville de naissance, il n'y a pas d'hôpital. Et les femmes parturientes qui vont accoucher sont obligées de parcourir 20 km pour venir se faire accoucher. S'il y avait une petite maternité là, on sauverait peut-être beaucoup de vies. En tout cas, on soulagerait beaucoup de vies. Alors, il faudrait qu'ils nous disent, nous le savons, l'État ne produit pas de l'argent, l'État n'est pas une banque. Il peut en avoir une, mais il n'est pas une banque. Donc, vous allez devoir nous faire payer. Dans quelle mesure vous voulez nous faire payer et pourquoi? Nous avons déjà tellement d'impôts à payer. Vous allez en prélever de nouveaux. On n'est pas contre, mais vous allez en faire quoi? Wow. Voici nos besoins. Il faut que chaque candidat, partout où il passe, les populations puissent prendre le candidat par la main et lui dire, venez voir, là. Moi, je vis là depuis 40 ans. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Dès qu'il pleut, c'est la boue. Dès qu'il pleut, on ne peut plus aller à 1 kilomètre plus loin sans soulever son pantalon, sans soulever son pagne jusqu'au mollet. Est-ce que c'est bien ça? Et vous allez être chef. Alors dites-nous ce que vous allez faire là. Oui, parce que si les candidats, on ne leur met pas le nez, je ne vais pas prononcer le mot parce qu'il n'est pas beau, si on ne leur met pas le nez là-dedans, ils viendront nous parler en jolie cravate, en joli boubou. Nous ferons peut-être boire quelques canettes à la fin du meeting et s'en iront. Et dans 20 ans, les problèmes vont rester. Les problèmes vont rester. Il faut leur mettre le nez là-dedans. Viens voir. D'accord.
Tout à l'heure, quand tu auras fini ton meeting, moi, je vais te faire voir quelque chose. Et il ne faut pas qu'ils disent, le meeting terminé, je n'ai plus le temps, je reviendrai. Est-ce qu'ils ont réellement le temps? Parce que c'est une course entre la montre, ils finissent là, ils enchaînent. Oui, ben, ils auraient dû commencer depuis longtemps. C'est réglementé, justement. Oui, mais 2 semaines de campagne, c'est 1 an. C'est 1 an de préparation. On est allé sur le terrain. Et puis, pendant 2 semaines, mais ce sera quelque chose de très intense. Au fond, oui, c'est l'intensité de 2 semaines que nous appelons campagne. Sinon, quelqu'un de sérieux qui veut gouverner ce pays, qui a l'ambition de gouverner ce pays, qui n'est pas grand, qui n'est pas archi-peuplé, 12 millions. Il est vrai que lorsque moi je suis né, il n'y avait pas 1 million de Dahomeyens. Bon. Il a dû commencer bien avant pour pouvoir, lors de l'intensité de la campagne, donc il a commencé sa campagne bien avant, et lors de l'intensité pendant 2 semaines, mais il pourra toujours dire, toi, candidat X, tu parles, ce n'est pas ça qu'il doit dire. Moi, candidat Y, eh bien, je suis allé à tel endroit, je suis allé à tel endroit, je suis allé à tel autre. Dès que je serai élu, ma première année, la première année de mon mandat, je la réserverai pour ces problèmes que je suis, pour résoudre ces problèmes que je suis allé voir à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il nomme les villages, il nomme les villes. Et il nous dit, au bout d'1 an, après la première année de mon mandat, ces problèmes doivent être résolus. Si au bout de la première année de son mandat, ces problèmes qu'il a nommés, en des endroits qu'il a nommés, ne sont pas résolus, nous pourrons toujours lui demander des comptes. Sinon, quel compte nous allons lui demander? Il a dit qu'il va donner de l'eau potable au pays. Il a dit qu'il va faire des routes dans le pays. Il a dit que nous aurons l'énergie électrique de façon continue. Mais si nous ne nous donnons pas de date, ce que les Américains, et il faudrait que nous les imitions, ce que les Américains appellent le timing. Oui. Il y a ce que vous allez faire, maintenant vous allez le faire en combien de temps? Parce que vous n'avez pas l'éternité devant vous. Et un candidat, s'il est élu, n'a pas l'éternité devant lui, il a 5 ans pour faire ses preuves. Surtout qu'il y a encore des imprévus. Personne n'a vu venir la Covid, par exemple. Non, personne n'a vu venir la Covid. Gouverner, c'est prévoir. Personne n'a vu venir la Covid. Et pour une fois, aucun dirigeant du monde ne peut dire « mais moi, je suis le meilleur dirigeant, j'ai vu venir la Covid ». Non, non, personne. Personne. Et donc, il y a des imprévus imprévisibles. Et un chef d'État doit pouvoir faire face aux imprévus imprévisibles, comme la Covid, par exemple. Et donc, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est pour ça que, moi, mon ambition s'est arrêtée, j'allais dire, à taille humaine. Gouverner un pays. J'ai vu Barack Obama, candidat. Il était jeune et beau. Oui. Au bout de 4 ans de mandat, il avait des cheveux blancs. Parce que diriger les États-Unis, c'est lourd. Ah oui, diriger les États-Unis, c'est diriger le monde entier. Il arrive au pouvoir à 49 ans ou 48, il était jeune et beau, mais je l'ai vu vieillir. Je l'ai vu vieillir, mais il a fait du bon travail. Ce n'est pas parce qu'il est noir que je le dis. Mais gouverner le monde, c'est ça. C'est accepter de vieillir jeune. Ouais. Donc les Béninois doivent surtout faire attention à ces détails-là pour ne pas se laisser prendre. Oui, parce que c'est dans les détails que se niche le diable. Le diable, dit-on. Oui. Alors, je vais faire des routes, une belle route entre, je ne sais pas, Cotonou et Parakou. D'abord, on risque de lui dire c'est déjà fait. Une belle route entre Cotonou et Parakou, à supposer que ce ne soit pas fait, déjà. D'accord. Je vous parle de choses concrètes. Bon, disons, je vis à Ouida. Et quand je vois la distance que parcourent les bonnes femmes qui viennent de Savi, je ne sais pas si vous voyez où c'est Savi par rapport à Ouida. J'avoue que non, je connais Savi. C'est à 15 km, je crois. Mais ils ne viennent pas, ces bonnes femmes ne viennent pas de Savi. Elles viennent des villages de Savi. Ce sont des paysannes qui viennent vendre les produits de leurs champs ou des champs de leurs maris. Lorsque je sors certains matins, assez tôt, et que je prends cette route, et que je les vois, fardeau sur la tête, je dis, mon Dieu, donc c'est à ce prix que moi je peux manger frais à Ouida, au marché Passé,
qui est juste, oui, c'est bien au bord de la voie. Qui est juste au bord de la voie. Eh bien, tous les 4 jours, des gens comme moi, ben, on se déverse dans ce marché, on va avoir l'occasion d'acheter des produits frais, des produits vrais, eh bien, c'est à ce prix. Et elles parcourent certainement 20 km à pied. 20 km à pied, elles sortent de leur village, arrivent à Savi et de Savi à Ouida. Oui, si au lieu de faire une belle route, il faut une route entre Cotonou et Parakou. Si au lieu de faire une belle route entre Cotonou et Parakou, on faisait de jolies petites routes pour joindre les villages entre eux et pour joindre les villages aux villes, ce serait formidable. Parce que ces femmes ne se plaignent de rien du tout. Pourtant, elles souffrent. Elles souffrent, mais elles ne demanderont jamais à un candidat, parce qu'elles pensent certainement que c'est impossible et impensable, elles ne demanderont jamais à un candidat, mais de notre hameau, qui est important, puisque nous sommes peut-être 200 personnes, 400 personnes à habiter ce hameau de paysans, de notre hameau et à la petite ville de Savi, nous aimerions bien qu'il y ait une voie pour nous permettre d'aller plus vite et d'aller, disons, de façon plus sûre. Voilà des détails. C'est des détails apparemment. Mais à partir du moment où les paysans pourront circuler sur des sentiers pavés, ben, nous serons tous plus heureux. Nous serons tous plus heureux. Et grâce à eux, bon, qui souffriront un peu moins. Voilà. Donc les détails ne sont pas parfois des détails. Monsieur Guéonville, oui. Le lecteur ne pouvant être partout à la fois, il ne peut que compter sur les médias pour le relais et suivre donc ce qui se fait peut-être dans le Bénin profond, comme on aime à le dire. Oui. Quel est selon vous ce rôle que doivent jouer les médias dans cette période? Bon, vous me posez la question alors que c'est moi qui devrais vous la poser. En tant qu'observateur de tout ce qui se fait. Oui, les médias, c'est beaucoup d'argent. D'abord, oui. Même une simple radio a besoin de beaucoup d'argent. Et j'avoue, puisque vous me posez la question, j'avoue que je suis parfois triste lorsque je vois les performances de nos médias. Parce que j'ai le tort. Si c'est un tort, non, j'ai l'avantage d'avoir toujours été curieux. Et je ne me contente pas de ce que me montrent, de ce que me disent les médias béninois. Je suis un peu partout où je peux être sur d'autres médias. Et je vois ce qu'ils font pour informer l'opinion publique de leur pays et de tout pays de ce qui ne va pas. Mais il faut beaucoup d'argent. Il faut y aller. Il faut envoyer là-bas un correspondant qui reste pendant une semaine, le temps que se déroule le malheur, lequel malheur on aurait dû prévenir. Lequel malheur on aurait dû prévoir si on était un chef d'État digne de ce nom. Alors, ils braquent leur caméra dessus pendant une semaine et montrent les images. Alors, le chef de l'État ou le député de la région ou monsieur le maire, voyant ça, n'est pas fier et devra faire quelque chose. Et il risque d'ailleurs son prochain mandat parce qu'on lui dit, enfin, si c'est ça qu'il... Et donc, j'allais vous poser la question, est-ce que nos médias ont l'argent qu'il faut pour envoyer, puisque nous sommes partis à parler de je ne sais trop quel village, mais sortons quand même de votre Ouida. Si nous allons dans je ne sais trop quel village à 20 km on vient de parler de quelle ville là, de Boukombe. Bon, Boukombe, j'allais dire c'est parfait désormais, non c'est pas parfait, quelque chose s'est mis en marche, mais à 20 km dans un village non loin de Boukombe, je ne pense pas que quelque chose se soit mis en marche. Il se passe quelque chose de terrible dans ce village que je ne connais pas. Est-ce que votre média a ce qu'il faut d'argent, ce qu'il faut de budget pour vous envoyer là-bas, séjourner pendant une semaine avec caméra, preneur de son et tout, venir dormir dans un hôtel au frais du média où ça, à Boukombe, et y retourner, etc. C'est à ce prix. Oui. Mais à ce prix concret, mais que vous pouvez nous informer. Parce que nous,
nous ne pouvons pas bouger. Enfin, nous ne bougeons pas. C'est vous qui bougez. C'est vous qui êtes payé pour bouger, qui avez des appareils pour bouger et pour nous faire voir les choses. Alors, il faudrait un budget privé ou un budget d'État. Je ne sais pas, il faudrait beaucoup d'argent et beaucoup de volonté de votre part. Volonté d'aller voir. Ne pas rester... Bon, ce n'est pas un reproche que je vous fais, madame. Ne pas rester dans vos bureaux. Non, mais on ne peut pas faire un constat dans les bureaux. Le constat se fait sur le terrain, justement. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas parmi vos confrères et vos consoeurs qui restent dans leur bureau, qui regardent la télévision, disons, une autre télévision leur a envoyé des informations qui nous refilent. Parce que le petit village à 20 km de Boukombe, je vais dire une bêtise, vous me reprenez. Si une télévision française ou allemande ou américaine ne va pas y voir, est-ce qu'une télévision béninoise fera l'effort? Absolument, elle pourra faire l'effort. Monsieur Béanvi, quand même, vous n'allez pas dire que nos chaînes ne sont pas si incapables que ça. Si vous étiez de Ouida, je nous allons sur le terrain. Que votre parole soit vaudon. Non, nous allons sur le terrain. Vous parlez des moyens, c'est effectivement une réalité. Vous allez sur mais sur les événements. Vous allez sur quel terrain? Bon, tiens, il se passe quelque chose à Akpakpa. On prend la 4x4, on va voir. Si le terrain, c'est à Akpakpa, parce que vous êtes à Cotonou, si le terrain, ce n'est pas le village à 20 km de Boukombe, alors là, je dis non. Mais il y a des relais. Peut-être la lettre est donnée à Boukombe. Nous sommes à Cotonou. On peut s'appuyer sur les autres confrères de cette région-là pour pouvoir avoir l'information. Eux, ils vont sur le terrain le temps que l'équipe quitte Cotonou pour Boukombe. Ça se fait, M. Guéonvi. Je ne vous poserai pas une colle parce que j'ai beaucoup d'estime pour vous. Sinon, M. Guéonvi, je vous poserai la question de savoir si au jour d'aujourd'hui, vous avez un correspondant à Boukombe. Heureusement, c'est moi qui vous pose les questions. Oui, c'est vous. Je n'échappe pas à votre question. C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas le droit de vous poser la moindre colle. Mais il y a un relais à Parakou, au moins, donc de Parakou à Boukombe, c'est plus facile. Il y a une antenne des correspondants à Parakou qui peuvent aller facilement à Boukombe, M. Béanvi. Donc finalement, j'ai répondu à votre question alors que c'est moi qui en pose. Alors vous allez me payer pour cette question que je vous ai posée, j'ai pris votre place. J'attends la fin de l'émission. On va revenir à la question précédente, c'était de connaître un peu, selon vous, ce rôle que doivent jouer les médias pendant cette période électorale ou pendant la campagne pour pouvoir informer et donner la bonne information à ces électeurs-là. Et aussi, si selon vous, ces médias jouent efficacement ce rôle. C'était la question. Non, je pense qu'ils jouent efficacement ce rôle. Je les suis. Et il me semble que vous avez reçu des consignes fermes pour la paix. Et j'avoue que, pour moi, c'est une consigne superfétatoire parce que je n'ai jamais vu d'élection dans ce pays-ci. Il y a eu des élections qui se sont faites à couteau tiré un peu parce que le candidat n'avait pas de projet de société, le candidat n'avait pas d'argument. Il était obligé de dire, vous savez, les amis de Ouida, là, les amis de Bénionville qui sont parmi nous ici, ils sont mauvais. En quoi sont-ils mauvais? Ils ne sont pas mauvais. C'est toi qui veux être président de la République. Et parce que tu veux être président de la République, tu dis que les infirmières, les médecins qui travaillent chez nous, au Bénin, chez nous et qui sont béninois, sont mauvais. Bon, parfois, les populations se sont laissées prendre. Et puis, au bout de 3 mois, les choses se sont quand même, disons, les choses se sont tassées. Quelques coups de lanière, parfois un coup de fusil. J'allais dire, par rapport à certains autres pays, il ne faut quand même pas que nous nous comparions à ce qui est mauvais. Il faut qu'on se compare à ce qui est bon. Mais par rapport à d'autres pays, quand même, le Bénin a connu, grosso modo, jusqu'à ce jour, des élections pacifiques. Il m'est arrivé de me fâcher. Je dis, mais ces gens-là, ils ne croient pas à ce qu'ils font. C'était à Cotonou. Une semaine avant les élections, j'ai vu 2 cortèges de candidats adversaires se croiser dans de grands camions et s'applaudir. Les 2 cortèges adversaires se sont applaudis. Je dis, mais non, ils ne sont pas sérieux. Ils ne croient pas à ce qu'ils font. Ils ne doivent pas applaudir les autres. Ils doivent renflouer la mine. Parce que les autres... Bon. Et c'est vous dire à quel point, parfois, nous avons été pacifiques. Maintenant, il faudrait que, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice.
Et ce n'est pas en 2 semaines de campagne intensive que vous allez pouvoir attirer notre attention sur la nécessité de la justice. Qu'est-ce qui fait que la paix explose et devient la guerre ou devient le conflit? C'est parce qu'il y a un manque de justice. Et la justice, ce n'est pas quelque chose de théorique. Hein. Ce n'est pas quelque chose dont on entend parler dans les églises. Non, la justice, c'est quoi? Mais reprenons ce village de Savi. Et reprenons ce village, pas le village de Savi, le village à côté de Savi, et reprenons le village à côté de Boukombe, à 20 km de Boukombe. Si je vais dans ce village et que j'ai de l'eau potable, attention, je ne dis pas de l'eau courante, parce que pour faire venir l'eau courante quelque part, ma foi, il faut beaucoup d'argent encore. Mais j'ai de l'eau potable, fournie non pas par le sol du village, mais l'État a fait l'effort de forer des puits aussi profonds qu'il faut pour qu'à chaque fontaine, en faisant le geste que vous voyez là, en tournant la manivelle, on puisse avoir de l'eau potable. Et il y a suffisamment de fontaines dans le village pour qu'on ne soit pas à faire la queue du matin au soir pour avoir de l'eau potable. C'est ça que j'appelle la justice, par exemple. Je vais à Boukombe, pas de problème. Je vais à Ouida, pas de problème. Il y a de l'eau potable. Si je vais dans ce village à 20 km de Boukombe et que l'eau potable est un problème, je dirais, bon mon Dieu, je n'y viendrai plus. Je n'y viendrai plus. Et c'est ça l'injustice. Et les gens de ce village, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas avoir droit à l'eau potable? Et vous êtes président de la République, président de la chose publique, et vous ne leur donnez pas de l'eau potable. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas avoir droit à l'électricité? Donc, au fil du temps, ne pouvant pas, disons, se dépayser et venir habiter à Boukombe, ne pouvant pas se dépayser de son village où elle fabrique de la cassa pour moi à Ouida, pour venir vivre à Ouida, les gens considéreront que bon, l'électricité c'est pour les autres, l'eau potable c'est pour les autres. Et frustrés, peut-être qu'ils vont finir par se révolter. Ils vont se révolter, on leur enverra les forces de l'ordre pour les mater. Est-ce qu'il y a de la justice là? Non, ils n'ont pas d'eau. Et à force de ne pas avoir d'eau potable, ils se sont révoltés. Ils n'ont pas l'énergie électrique, les autres en ont, et à force de ne pas avoir l'énergie électrique, ils se sont révoltés. Ils se révoltent, vous leur dites non, non, vous n'avez pas le droit de vous révolter, matraque et coup de fusil, c'est ça. C'est l'injustice permanente, l'injustice entretenue, l'injustice devenue la chose la plus normale, présentée comme la chose la plus normale, qui entraîne la révolte et donc la destruction de la paix. Alors il ne faut pas seulement prêcher la paix, il faut prêcher la paix pendant les 2 campagnes, pendant les 2 semaines de campagne intensive, mais tout le reste de l'année, pour ne pas dire tout le reste des 5 ans, il faut prêcher la justice. Il faut prêcher la justice pour préserver la paix. Sinon, la paix n'est pas préservée. Si vous êtes décidément beaucoup plus riche que moi, je vois très bien ce que vous faites, vous ne travaillez pas tant que ça, les plus belles voitures, c'est pour vous, etc. Mais enfin quoi? Les gens finissent par se révolter. Ils ne se révoltent pas pour détruire la paix, ils se révoltent pour essayer de rétablir la justice, pour essayer d'établir la justice. Donc c'est très important. La paix pendant les 2 semaines de campagne, mais pendant tout le mandat, absolument. La justice, la justice, la justice pour préserver la paix. Vous m'avez élu président dans la paix, et maintenant, moi, je vais m'occuper de la justice pour que la paix soit préservée. Voilà ce que je dirais. Et donc, vous, les journalistes, ce n'est pas en 2 semaines de campagne que vous donnerez l'électricité et l'eau potable au village à 20 km de Boukombe. D'ailleurs, vous n'en avez pas les moyens, mais vous pouvez attirer l'attention. Pendant 5 ans, vous pouvez attirer l'attention à froid sur... Mais tenez, Benyonvi est passé par là, il a parlé d'un village imaginaire. À 20 km de Boukombe, nous irons voir. Ce village doit exister. Nous irons voir comment vivent les gens dans ce village et faire un reportage formidable. Personne n'était au courant de ce village.
Je recevais l'autre jour, pas l'autre jour, avant-hier à Ouida, une jeune dame qui me dit comme ça, 50 ans, 4 enfants. Ah, professeur, j'irai à l'aventure. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je m'en vais chercher de l'argent parce que j'ai un problème que je dois résoudre. Ah bon? Tu vas au Nigeria? Elle dit non. Elle m'a donné un nom de village que je ne connais pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu dois faire là-bas? J'ai oublié le nom du village, même si je le savais, je ne le donnerais pas. Le village est à 30 km de... Pas de Boukoumé cette fois-ci. Heureusement. De Parakou, a-t-elle dit, je crois, quelque part entre Parakou. Et le village est là. Je dis, mais je n'ai jamais entendu ce nom. Tu sais, madame, les noms des villes, des villages que je n'ai jamais lus sur une carte du Bénin, mais pour moi, ces villages n'existent pas. Donc, tu vas dans un village qui, pour moi, n'existe pas. À 30 km de Parakou, je n'ai jamais entendu ce nom. Eh bien, voyez-vous, ce village existe. Ce village a un hôtel, je crois. Et personne pour aller travailler dans cet hôtel. Et elle dit, mais le monsieur m'a fait appel. Mais j'irai travailler dans cet hôtel. Pourquoi n'y a-t-il personne pour travailler dans cet hôtel? Moi, j'aimerais bien travailler dans un hôtel. Ça rapporte gros, je crois. Mais si c'est un village oublié, un village où, ma foi, les gens de Parakou ne vont pas passer leur week-end, où les touristes français, allemands, japonais ne vont pas passer leurs vacances, qu'est-ce que vous voulez que j'aille y faire? Si c'est un hôtel toujours vide, bon, voilà ce que c'est que, par exemple, la justice. Oui. Il faut que cet hôtel, à 30 km, je donne les renseignements qu'on m'a donnés de Parakou, qui, dans un village perdu, il faut que cet hôtel puisse vivre. Et pour que cet hôtel puisse vivre, il faut la justice. Absolument. Voilà. Monsieur Gbenyonvi, le grand absent à cette élection présidentielle du 11 avril, eh bien, c'est l'opposition radicale. Elle n'y participe pas vraiment ou directement, à moins qu'elle se rallie à l'un des trois duos en place, donc à la cause de l'un des trois duos en place. Mais cette frange semble vouloir s'inscrire dans une dynamique de blocage et de défiance des institutions. Ma question, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là, madame? Je n'arrêterai pas de vous jeter au visage votre jeunesse et de faire état et de m'enorgueillir pas de ma vieillesse, ça fait méchant, de mon grand âge. De mon grand âge, oui. Je pensais qu'on avait 250 partis politiques. Et je me disais, mais nous sommes fous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 250 partis politiques? Or, c'est faux. Mes chiffres n'étaient pas exacts. Les gens sont allés revoir et le chiffre exact, c'est 278 partis politiques. Alors, vous me parlez de l'opposition radicale et qui entre un peu en conflit avec les institutions. Mais non. Parce que pendant 5 ans, disons-nous, pour ne nommer personne, pendant 5 ans, nous n'avons pas fait que construire des routes, nous n'avons pas fait que apporter de l'eau potable, nous n'avons pas fait que stabiliser l'énergie électrique, nous n'avons pas fait que. Nous avons fait aussi des réformes politiques. Oui. Les États-Unis, où est-ce que vous trouvez l'opposition radicale aux États-Unis? Il n'y a pas d'opposition radicale. Il faut être très instruit pour aller voir dans le détail, cette fois-ci, ce qui distingue le Parti républicain du Parti démocrate. Sinon, grosso modo, c'est la même chose. Quelque chose quand même les distingue. Il n'y a pas d'opposition radicale aux États-Unis. Il n'y a plus d'opposition. Il commence à ne plus y avoir d'opposition radicale en France. De toute façon, avec l'arrivée de Macron, les choses se sont aplanies. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, ceux qu'on appelait des ouvriers, il y a 20 ans, mais qui étaient de véritables ouvriers, qui gagnaient juste de quoi manger leur pain et porter une petite veste qui ne soit pas trop légère pendant l'hiver, mais ils sont maintenant en voiture. Parce que la société avance par alternance. Les partis qui soutiennent les travailleurs se coalisent pour arriver au pouvoir et disent, mais les patrons, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons vous faire payer des impôts pour que les ouvriers puissent en sortir.
lutte des classes. À force de lutte des classes, mais lutte qui ne soit pas sanguinaire, comme ce fut le cas avant que les choses se stabilisent, les choses commencent à se stabiliser et les ouvriers commencent à rejoindre les patrons. Vous allez quelque part en France, vous voyez le parking automobile, mais vous ne distinguez pas les voitures des patrons des voitures des ouvriers. Ça ne veut pas dire que tous les ouvriers sont déjà en voiture. Ça ne veut pas dire que tous les ouvriers ont déjà un appartement vaste et immense. Non, sortis de là, ils retrouveront peut-être leur appartement pas plus grand que votre studio, où madame et les 2 enfants habitent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, j'allais dire, la création de la justice est en marche. Elle est en marche aussi au Bénin, et ce que vous appelez opposition radicale, je les écoute, mais s'ils veulent qu'on en revienne à 278 partis, moi je leur dirais non, attendez que je sois mort. Parce que c'était ma honte qu'on ait 250 partis. Non, mais ce n'est pas forcément le nom de parti qui Alors, s'ils veulent qu'on en revienne à des syndicats, non pas de travailleurs, mais de vacanciers. C'est-à-dire? Écoutez, madame, moi, j'ai été à l'école primaire au Dahomey, j'ai été à l'école secondaire au Dahomey, j'ai été à l'école supérieure au Bénin, Bénin Dahomey, j'ai toujours eu 9 mois d'année scolaire. 9 mois, mais rigoureusement. Même à l'université, qu'on appelait l'Université nationale du Bénin, j'ai eu 9 mois d'année scolaire. Et quand je voyais les enfants à la maison, les écoliers à la maison, pendant 6 mois, traîner dans les rues, faire du football. Ah, donc vous parliez des mouvements de fronde sociale, c'était ça oui, mais la fronde sociale. La fronde sociale qui empêche la société d'avancer. D'accord. Ah non, ah non. Les enfants ne peuvent pas, ont droit à 9 mois de course d'année scolaire, les étudiants aussi, les élèves aussi, mais nous sommes allés, je suis enseignant, nous sommes allés jusqu'à faire des grèves de 6 mois. Je parle des enseignants. Oui. Nous sommes allés jusqu'à faire des grèves, plus ou moins de 6 mois dans les hôpitaux. Nous sommes allés jusqu'à dire, quand les patients commenceront à mourir, le président nous écoutera. Non, mais le problème, ce n'est même pas ces détails. Hein. Le problème, vous connaissez le problème. Ce ne sont pas des détails. C'est le parrainage, hein, même si on n'en est vraiment plus là. Vous êtes sûr qu'on n'en est plus là? On n'a pas 20 candidats hein, cette fois-ci. Oui. On n'a pas 20 candidats à la présidence de la République. Wow. Les États-Unis en ont toujours 2. La France en a grosso modo, bon, chaque bloc a un candidat, au second tour au moins. Quoi encore? Les Allemands, bon, il y a 2 grands partis. Il y a un 3e parti, un 4e, et puis c'est toujours parmi les 2 grands partis, soit le parti social-démocrate, soit le parti conservateur, celle d'Angela Merkel, qu'on trouve le... Mais nous avions 20 candidats à la présidence de la République. Pourquoi? On se mentait. On se mentait parce que les 20 candidats n'avaient pas 20 projets de société. Et puis 278 partis. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 278 projets de société. Alors pourquoi avions-nous 278 partis? Pourquoi avions-nous 20 candidats? Mais on se mentait. Et une société dans laquelle on se ment avait besoin d'être réformée. Et donc, nous n'avons pas seulement fait une réforme politique, parce que je crois que la réforme politique était porteuse d'une réforme morale, ce qui n'est pas le rôle de l'État. Et pourtant, pendant 5 ans, l'État, en faisant une réforme politique radicale, la réforme politique a été radicale, a fait une réforme, a entamé une réforme morale. Nous n'allons plus nous mentir. Essayons de nous dire la vérité. La vérité, c'est la chose la plus difficile, la plus dure, mais essayons d'atteindre la vérité. Et donc, il faut saluer ces 5 ans de mandat. Permettez-moi de vous relancer sur la partie où vous parlez de réforme radicale. Je veux mieux comprendre ce que vous y mettez. Oui, c'est vous qui avez parlé d'opposition radicale. Oui, moi, je préfère vous parler de réforme radicale. C'est-à-dire, justement? Est-ce que vous auriez été capable? Est-ce que vous serez capable plus tard, quand vous en aurez l'âge? Vous n'avez pas 40 ans, hein, vous ne pouvez pas devenir président de la République, parce que
est-ce que vous trouverez le moyen, l'astuce, de passer de 278 partis à 2 partis au Parlement? Bon, en dehors du Parlement, il y en a 3 autres que nous finirons peut-être par prendre au sérieux. Et il y a une dizaine aujourd'hui. Il y en a une dizaine. Oui. Sinon, quinzaine pratiquement. Bon, est-ce que vous arriverez, je reformule ma question, quand vous serez là, à passer de 278 partis à 15 partis? Déjà, c'est radical. Passer de faire des lois qui obligent les gens, qui obligent les Béninois à se réunir, à s'entendre, pour passer de 278 à 15, ça c'est une réforme politique porteuse d'une réforme morale. Déjà 15 partis, qu'est-ce que nous allons en faire ici au Bénin? 15 partis. L'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, 80 millions d'habitants. Peut-être qu'il y aura d'autres partis qui vont s'ajouter. On doit être à 11, 12 ou 13. Oui, il faut souhaiter que ces 15 partis auxquels vous faites allusion s'unissent entre eux. Parce qu'il n'y a pas... Pour en dégager encore de grands, c'est ça? Oui, pour qu'il y ait... Bon, mais enfin, ils sont 2 partis au Parlement, mais s'il y en a 3 maintenant en dehors et qui sont crédibles, bon, ils iront s'ajouter un jour grâce à nos voix aux 2 qui sont au Parlement. Bon, et parce qu'il faut toujours quand même pour le chef de l'État, dans notre Constitution, il lui faut une majorité au Parlement. Sinon, il ne peut pas gouverner le pays. Or, avec les 278 partis qui se retrouvaient à 20 ou à 30 au Parlement, le chef de l'État ne pouvait pas gouverner. Il était obligé de négocier, c'est-à-dire d'acheter à prix d'argent. Mais chaque loi importante, parce qu'on le faisait chanter. On le faisait chanter. Le chef de l'État, les députés ne doivent pas le faire chanter. Ils doivent l'aider, même s'ils sont dans l'opposition, en apportant des critiques positives. Si nous, on était à votre place, avec votre majorité, voilà ce que nous ferions. Ils n'ont pas donné-nous de l'argent et nous allons voter la loi, nous aussi. Non, non, non. On n'était pas du tout dans la moralité. Et quand je vous dis qu'on n'était pas du tout dans la moralité, je n'exagère pas. Parce que votre grand-père, il n'est pas votre père, ni même votre grand-père, mais enfin, dans le métier, son nom m'échappe, il s'appelle, le nom me reviendra. Certainement. Il a écrit un livre en 2004. Il est journaliste. Un livre d'investigation sur le Parlement. D'accord. Le Parlement béninois. Et ce livre qu'il a intitulé, Cela vous échappe aussi? Cela m'échappe aussi, c'est l'âge. Oui, on peut comprendre. Bon, ce livre a été, ce livre de plus de 200 pages, sur le Parlement béninois, a été préfacé par celui qui était alors le représentant de la Fondation Friedrich Ebert. Parce que c'est la Fondation Friedrich Ebert qui a financé le livre. Et le représentant a écrit la préface. Et dans la préface, il y a cette phrase. Il félicite votre vieux collègue, mon jeune ami, par rapport à moi, il est jeune, il le félicite d'avoir mis la main, d'avoir mis le doigt sur l'immoralité politique de son pays. Vu du Parlement, sur l'immoralité politique de son pays. Parce qu'il y a vu ce qui se passait. Votre collègue, votre vieux collègue est allé étudier ce qui se passait et c'était de l'immoralité. Et personne, jamais, aucun député n'a porté plainte contre ce livre. Contre ce livre. Donc on était dans l'immoralité avec 250 partis, croyais-je, avec 278 partis qui se retrouvaient par paquet de 20 au Parlement pour faire chanter le chef de l'État. Alors résultat, le pays n'avançait pas. Le pays n'avançait pas. Alors quelqu'un arrive et dit, écoutez, moi je suis un entrepreneur, je veux que les choses marchent. Quand je m'en prends à un champ de coton, je le fais bouger. Avec 250 partis qui se retrouvent à 20 au Parlement, je ne peux pas travailler. Et il commence donc à faire une réforme au marteau. Parce que pour passer de 250, 278 à 15, il faut le marteau. Alors si c'est ça que vous appelez, que j'appelle réforme radicale, c'est ça qui a entraîné l'opposition molle, inexistante, que vous appelez opposition. L'opposition existe, M. Gbayovi, la FCBE est officiellement... S'il vous plaît, madame, si l'opposition existait,
on le saurait. Peut-être ça, c'est sur vos analyses. Non, là, si elle existait, on le saurait parce qu'elle aurait aujourd'hui d'abord un leader. Je cherche en vain le leader de l'opposition. Elle aurait un leader. Mais il y a certains qui s'arrogent ce titre. Bon, oui, alors si l'opposition a plusieurs leaders, l'opposition, elle est molle. Et elle aurait un leader qui porterait sa voix, un leader qui porterait son projet et qui rendrait la tâche très difficile au président devenu candidat. Ah non, ce que tu as fait, mon Dieu, voilà ce que nous allons faire et voici les moyens avec lesquels nous allons les faire. Donc la pluralité de l'opposition aussi pose problème finalement dans leurs actions. Oui, vous dites la pluralité de l'opposition. Vous êtes très généreuse vis-à-vis de l'opposition. Moi, je vous dis que je ne la vois pas. Vous la voyez même en plusieurs facettes. Oui, vu qu'il y a l'opposition dite constructive, ceux qui estiment que rien ne va. Il y a le front des partis. Ça, c'est même pas un parti, c'est un mouvement, le Front pour la restauration de oui, il y a plusieurs partis à l'intérieur. De la démocratie. Est-ce que vous voulez parler, comment ça s'appelle, le groupe national le groupe national de contact? Vous savez ce que c'est? Oui, ça c'est bien sûr le ils ont écrit au chef. Absolument. Ils ont écrit au chef des armées pour lui dire de prendre ses responsabilités. Et il y a 1 ou 2 pages d'ampliation. Ils ont averti la terre entière et que vraiment le Bénin, ça ne va pas. C'est aussi vrai. On n'est plus en démocratie. Venez nous sauver. Mais qu'est-ce que ça veut dire on n'est plus en démocratie? Qu'est-ce que ça veut dire on n'est plus en démocratie? Il y a des textes qui ont été... Être en démocratie, ce n'est pas être libre de dire ce qu'on veut. C'est aussi ça et c'est d'abord ça. Mais être en démocratie, c'est avoir un parlement, avoir un exécutif, les deux de commun accord nous donnent des textes à suivre pour que la démocratie marche. Ces textes existent. Ces textes sont contraignants. Ces textes vous obligent à être sérieux. Ces textes vous obligent à ne pas vous lever comme ça. À Ouida, moi, Roger Bouillonville, je vais être président de la République. Mon âge me l'interdit. Il faut que j'ai des parrains. Des gens qui disent, mais oui. C'est ça, les contraintes. Alors, si les gens... Les parrains qui n'ont pas pu avoir, malheureusement. Oui, mais comment malheureusement? Écoutez, si vous voulez recevoir le baptême... On ne peut pas s'en réjouir. Si vous voulez recevoir le baptême... Pardon, on ne peut pas? On ne peut pas s'en réjouir. Moi, je m'en réjouis. Non, moi, je m'en réjouis. Sinon, on aurait 20 candidats à la présidence de la République. Sinon, on aurait, je ne sais pas combien de partis. Pas forcément. Ils n'ont pas pu l'avoir, ils n'ont pas rempli les conditions pour l'avoir. Oui. On ne s'en réjouit pas. Bon, mais c'est la réalité. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Oui. Alors, ils ont 5 ans. Oui, ils auront 5 ans, parce que manifestement... Il faut se préparer pour mieux se préparer, peut-être. Mais oui, il faut qu'ils se préparent à avoir les parrains. Oui. Maintenant, madame, soyons sérieux. Et je crois que vous êtes très sérieuse. C'est moi le chef du parti. Enfin, vous voyez le parti dont je parle. C'est moi le chef du parti. Je peux ne pas être crédible. Mais à 2 semaines du dépôt des candidatures, c'est vous qu'on voit venir à la tête du parti, alors qu'on ne vous connaissait pas. Si, on vous a connu, vous portez un nom qu'on connaît, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de s'appeler Madame Toboula pour se retrouver subitement à la tête d'un parti qu'on ne vous a pas vu créer, dans lequel on ne vous a pas vu militer, etc., etc. Ah non, Madame Toboula, nous vous aimons bien. Et Monsieur Toboula, votre parent, a fait beaucoup de bien ici, à Cotonou. Mais nous ne pourrons pas vous donner le parrainage, parce que notre parrainage n'aura plus aucun sens. Si nous parrainons n'importe qui, à cette dame, elle vient d'où? Mais le président du parti, pourquoi il n'est pas candidat? Pourquoi son adjoint n'est pas candidat? Ah non, notre parrainage... Ce n'est pas au parrain d'imposer au président du candidat... Non, les parrains... du parti, pardon, un candidat. Non, les parrains ont le droit de dire, mais oui, Madame Toboula, elle a milité. Voilà autant d'éléments qui apportent de l'eau au moulin de Madame Toboula a milité. Or, on ne l'a pas vu militer contre, dans l'opposition. On n'a pas dit dans les tests, justement, que les parrains doivent vérifier tous ces détails. Ils accordent le parrainage. Je vous avoue que... je suis votre logique, oui, je vous avoue que je ne sais pas ce que disent les textes du parrainage. Mais moi, je m'appuie sur ce que c'est que le parrainage. Le parrainage, c'est quelque chose de moral. Le parrainage, c'est quelque chose de moral. Vous n'allez pas accepter que ce bébé
soit baptisé, on vous a pris comme parrain et marraine, vous n'allez pas accepter de dire au prêtre, je vous le jure devant Dieu et devant les hommes, ses parents vont l'élever dans la foi catholique. C'est quelque chose de moral. Et donc, le prêtre ne connaît pas tout le monde, mais il veut savoir si cet enfant qu'il va baptiser n'ira pas échouer d'ici quelque temps dans une autre religion. Non, et lui, il veut augmenter les oreilles catholiques. Alors ne lui amenez pas, vous, Bouillonville, dont on croit à la parole. Le prêtre dit, non, Bouillonville a dit que les gens là, ils vont élever cet enfant dans la foi catholique. Alors sur la foi de Bouillonville, nous allons baptiser l'enfant. C'est quelque chose de moral. Alors, vous allez être président de la République, nous n'avons rien contre. Vous avez votre jeunesse pour vous, votre beauté aussi. Mais qu'est-ce qui prouve que vous serez une bonne présidente de la République? Vous n'étiez pas là. Eh bien, vous n'aurez pas le parrainage. Vous l'avez dit tout à l'heure, professeur, ils ont averti ça. J'emprunte votre expression, ils ont averti la terre entière. Non, je parle du groupe national de contact. Oui, le groupe national. Oui, ils ont envoyé des ampliations partout. Partout. Alors, quand on met ensemble toute cette frange de l'opposition, est-ce que la quête du pouvoir, finalement, justifie qu'on jette l'opprobre à son pays? Mais non. Alors là, vous m'apportez le bâton pour les assommer. Non, on ne va pas les assommer, c'est une question tout à fait innocente. Je ne les assommerai pas. Et parce que quand j'ai lu leurs lettres, je me dis, mon Dieu, non seulement ils appellent le chef des armées, le chef d'état-major, à prendre ses responsabilités, et pour moi, qui a été dans la jeunesse à baigner dans les coups d'État, ici au Bénin, je sais ce que c'est que l'armée qu'on appelle à prendre ses responsabilités. Et le premier coup d'État a été fait au Dahomey en 1963 parce que les syndicats ont dit, passez-moi l'expression, il y en a marre, l'armée n'a qu'à prendre le pouvoir. Ah bon? Et donc, 60 ans après, ces gens du groupe national de contact appellent à nouveau l'armée à prendre le pouvoir au motif que nous ne serions plus en démocratie. On envoie ampliation au pape, ampliation au président des États-Unis. Il y a même du côté, ces Béninois-là qui sont à l'extérieur, qui ont cherché une force étrangère, avocats, députés français pour pouvoir les accompagner. C'est moi qui reviens à votre question. On n'a pas le droit de jeter l'opprobre sur son pays quand on l'aime. Maintenant, quand on l'aime, je viens de dire une bêtise. Son pays, on ne peut que l'aimer. On doit aimer son pays. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, mettons-nous ensemble pour résoudre ce problème-là. Et donc, ces gens-là, j'en arrive à me dire, est-ce qu'ils aiment le pays ou ils aiment le pouvoir qu'ils pourraient exercer grâce au pays? Vous avez parlé des Béninois à l'extérieur. Mais pour moi, et pour une fois, peut-être que vous et moi, nous serons d'accord, et pour prendre votre expression, c'est radicalement triste. C'est radicalement dommage. Pourquoi? J'ai été en exil, moi aussi. Mes petits camarades, petits professeurs, on ne s'entendait pas avec la révolution marxiste-léniniste. Nous avions une peur bleue de nous retrouver, je ne sais pas où, un jour en prison, d'en sortir bien diminué. Nous avons pris nos clics et nos claques et nous sommes partis. Personne ne nous reprochait rien. Nous ne devions pas nous présenter devant un tribunal pour ceci ou pour cela. Il suffisait de trouver le bon moment et le bon chemin pour passer par le Nigeria et se retrouver en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France ou ailleurs, pour s'éloigner de ce pays que nous aimions bien, mais dont nous n'aimions pas les dirigeants. C'est différent. Dont nous n'aimions pas l'idéologie qui était la leur. Et le jour où nous avons dit, mais tiens, on peut y retourner. Moi, j'y suis revenu alors que la révolution était encore là. Nous sommes revenus sans rien dire à personne. Nous étions partis sans rien dire à personne. Nous sommes revenus sans rien dire à personne. Mais là, lorsque vous partez du pays, parce que vous en avez été l'un des responsables, vu de tout le monde, connu de tout le monde, lorsque vous fuyez du pays parce qu'on vous demande de rendre compte, lorsque vous fuyez du pays parce que l'un de ces tribunaux vient de vous condamner à je ne sais quelle peine, et cet exil est douloureux. Pourquoi? Parce que vous attendez une révolution pour revenir. Et tout votre souhait, c'est que la révolution se fasse.
Alors, quitte à la provoquer. Oui, quitte à la provoquer. Donc, je suis d'accord avec vous. Cette opposition-là est radicale. Celle qui est à l'extérieur et qui attend une révolution pour revenir, et cette opposition est radicale. Mais nous ne pouvons pas travailler avec cette opposition. Cette opposition composée de quelques personnes que vous et moi nous connaissons, moi je souhaite, du haut de mon grand âge, qu'elle entre en dialogue secret, discret, avec le chef de l'exécutif, pour qu'ensemble, avec les différentes juridictions, ils puissent revenir répondre aux questions qu'on va leur poser sur leur gestion, ou commencer au moins à purger leur peine. Parce que, bon, vu les services qu'ils ont rendus à ce pays comme responsables ou comme opérateurs économiques, ils ont créé des emplois. Bon, au bout de 6 mois de purgatoire, puis ça y est de purger une peine, il est du pouvoir et peut-être même de son devoir moral du chef de l'État de dire, bon, c'est des gens qui n'ont pas été inutiles au pays. Ils ont rendu service au pays. Ils ont commencé à purger leur peine, raccourcissons-leur le purgatoire, qu'ils reviennent hommes libres parmi nous. Mais donc avant le pardon, il faut le repentir. C'est si on doit caricaturer, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Si vous me regardez dans le visage, madame, comme on dit chez nous, si vous me manquez, je vous pardonnerai, à condition que vous veuillez me dire, mais professeur, excusez-moi infiniment, je ne savais pas ce faisant, je ne savais pas ce disant que je vous avais manqué. Comment voulez-vous pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé le pardon et qui dit même, ah non, qui n'a pas à demander pardon parce qu'il est le plus innocent des innocents. Vous ne pouvez rien lui pardonner. Et justement, ce circuit que vous évoquez, il y a certains qui l'ont emprunté, je vais dire, je parle par exemple du colonel Tawes qui est déjà au pays, le dernier à arriver c'est Bertin Korovi, on connaît leurs différentes prises de position antérieures, aujourd'hui ils sont au pays, ils ont pratiquement le même discours, à raison peut-être M. Gouenvi. Korovi, je le connais de réputation, j'aimerais avoir son élocution, hein. Il parle très très bien. Mais je ne le suis pas toujours. Il est ondoyant et divers. Je ne sais pas ce qu'on lui a reproché entre-temps pour qu'il se retrouve en exil quelque part dans un pays africain et puis finalement dans un pays européen. Mais enfin, tant qu'il était dans le pays, rien ne lui a été reproché. On lui a reproché, je crois, ses discours va-t-en-guerre. Il est revenu, j'allais dire, grand bien lui fasse. Le colonel Tawes, que j'ai connu capitaine. Absolument, vu votre grand âge. Que j'ai connu capitaine, bouillonnant, un peu poutiste en son temps. Il a pris de l'âge, il a pris de l'expérience. Parce que l'âge, c'est une grande classe d'expérience. On les accumule. Et puis, peut-être qu'il a entendu parler du pays. C'est lui qui a dit, lorsqu'il a parlé, qu'à l'extérieur, on est intoxiqué. On est intoxiqué. C'est la seule phrase que j'ai retenue dans ce qu'il a dit. On est intoxiqué. Et je connais des gens qui n'ont pas été militaires, qui ont mon âge, ou presque mon âge, qui vivent en Europe, et qui disent, mais Roger, ce n'est pas sérieux. Hein. Ce n'est pas ce qu'on nous dit en France. Ce n'est pas ce qu'on nous dit en France. Il y a 3 ans, moi, j'étais à Cotonou. J'y suis revenu. Ben, je ne reconnais pas Cotonou, parce que Cotonou a changé en bien. Ce n'est pas ce qu'on nous dit en France. Ben, on nous dit le pays va mal, il y a des disparitions, etc. Bon, on est intoxiqué. Et cet homme sage qui a voulu changer le pays de façon brutale, parce que quand on se fait putschiste, c'est qu'on veut changer quelque chose. C'est une révolution, le coup d'État. Il a vu que peut-être, depuis le temps qu'il est parti, depuis le temps qu'il a été réhabilité, des choses se sont faites allant dans le sens de ce que lui, le capitaine Pascal Tawes, souhaitait. Et qu'on n'a peut-être pas besoin d'un coup d'État, ce que souhaite le groupe national de contact. On n'a peut-être pas besoin d'un coup d'État. C'est pas une lombardie, M. Béanvu.
Ils ne l'ont pas dit. On ne va pas non, mais quand on fait appel, l'intention. quand j'écris moi au chef des armées pour dire prenez vos responsabilités, comment est-ce que le chef des armées pense-t-il ça? Peut-être que d'autres personnes l'interprètent autrement. Bon, Pascal Tawes a pris de l'âge, il a pris de l'expérience, il a vu que peut-être ce qu'il souhaitait faire par coup d'État, mais a été fait au long du temps et a été bien fait. Il est revenu au pays. Moi, j'en suis très heureux pour lui. Si un jour il passe à Ouida, qu'il aille me voir, on prendra une bière ensemble. Parce que s'il ne s'appelle pas Pascal, il n'est pas musulman, donc il peut prendre un peu de bière. Et depuis que ces deux personnalités sont de retour, les Béninois ont les regards tournés vers Adjavon Sébastien, Komi Koutié et consort, un comeback. À raison peut-être Pascal Tawes était officier de l'armée. Déjà capitaine, il était officier de l'armée. Il a tenté un coup, deux coups, ça n'a pas marché. Il est tombé en disgrâce. Il a été réhabilité. Attention, c'est un colonel qui a été réhabilité. Il était en poste pour le Bénin à l'extérieur, aux États-Unis. Donc ce n'est pas un exilé qui est revenu. Il n'était pas d'accord avec la politique menée et il le disait qu'il n'était pas d'accord avec cette politique pas de la brisure, du nouveau départ. Il le disait et peut-être que ses yeux ayant vu ce qu'ils ont vu, il a sorti la phrase à l'extérieur. On est intoxiqué. On est intoxiqué. Donc il était intoxiqué. Comme beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. Alors, lui, il est revenu, il a changé de langage. Donc, ce n'est pas un exilé qui est revenu. Je parle plutôt de Pascal Tawes que de... Bertin Corvi. Dont je ne connais pas très bien le statut. Mais les autres, ils se sont exilés pour des raisons précises. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ces raisons précises pour qu'ils ne peuvent pas revenir comme ça comme sur un claquement de doigts. Pascal Tawes pouvait revenir sur un claquement de doigts, mais tiens, tu es fatigué de la fonction que le Bénin t'a confiée là-bas, mais tu veux revenir avec ta famille, mais reviens, pas de problème. Ou bon, le cher Corvi, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est bavardage. Tu bavardais trop et tu n'avais rien vu, tu gueulais, excusez-moi, passez-moi le terme, tu criais sur tout le monde, tu insultais tout le monde. Ah bon, tu es revenu à de meilleurs sentiments, tu veux revenir, reviens. Mais ce n'est pas le cas de Adjavon, pour lequel j'ai la plus grande estime. Ce n'est pas le cas de M. Soglo, M. Soglo fils. Oui, il a dit. Bon, on vient rendre compte. Il dit non, qu'il ne rendra pas compte. Et il s'en va. Mais non, il a été maire d'une grande ville, de la plus grande ville du Bénin, mais vient rendre compte, on dirait qu'il y a des... C'est comme si on me demandait à moi, j'ai été ministre là combien d'années? 10 ans. À M. Guignonvi, le procureur de la République a besoin de vous parce qu'on vient de constater que pendant les 11 mois où vous avez été ministre, il s'est creusé un grand trou. On ne s'en était pas aperçu. Ah bon? Vous parlez de moi pendant que j'étais là? Monsieur le procureur de la République, je viens. Vous savez que je suis à Ouida, donc il me faut un peu de temps. Mais je viens. Je vais m'expliquer. 10 ans après, on constate que vous aviez fait un trou. Ce trou-là, ce budget-là, qu'est-ce que vous en avez fait? Ah non, je m'explique. Et j'appelle mes anciens collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent de découvrir que c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vraiment je suis responsable du trou et que je ne sais pas comment m'expliquer sans me retrouver derrière les barreaux, je peux peut-être choisir la fuite, appelée exil. Bon, voilà. Donc, pour distinguer le cas des exilés, enfin de l'opposition radicale de l'extérieur... Qui se vide progressivement, on va dire. Non, Pascal Tawes ne faisait pas partie de cette opposition. Vous l'avez dit, donc peut-être avec... comment il s'appelle? Corvi non plus. Non, Corvi non plus. Bon, c'était un grand orateur. Et ses phrases étaient belles. Il avait trouvé le moyen d'inonder les réseaux sociaux de ses discours. C'est très bien. Moi, je n'ai pas ce moyen, par exemple. Lui, il avait, et j'espère qu'il a gardé. Non, Pascal Tawes et Corvi,
ce n'est pas pareil que... les cas qu'on a évoqués. Oui, que les cas qu'on a évoqués. Non, ils ont des comptes à rendre. Il faut qu'ils rendent compte. Et vous voulez qu'ils reviennent rendre justement compte? Oui, qu'ils reviennent déjà dans l'honneur et la dignité. Et cela peut se négocier. Nous sommes entre hommes et femmes, mais qu'est-ce que les hommes ne peuvent pas négocier? Je crois que leur retour peut se négocier. Parce que je me mets à leur place. Il me semble qu'ils ont fait des pieds et des mains pour que la révolution ait lieu le 11 avril prochain. Et d'où leur histoire de ben non, nous sommes dans un coup d'État, c'est le 5 ou le 6 qui doit partir, il veut partir le 11, ah non, le pays n'est plus en démocratie alors qu'il y a un texte qui a été voté. Ils ont fait des pieds et des mains pour que la révolution ait lieu. J'espère, pour ma part, que la révolution n'aura pas lieu, que nous allons continuer avec le même régime de la rupture et du nouveau départ. Alors, est-ce qu'ils vont attendre encore 5 ans? Ou essayer de fomenter un coup de l'extérieur pour que le pouvoir soit renversé? Non, non, non. Mais ils peuvent négocier. On sait quand on entre en négociation, mais on ne sait pas. Quand on sort de la négociation, mais on sait que la négociation aboutira. Et peut-être que le colonel Pascal Tarès pourrait jouer le rôle d'intermédiaire entre l'exécutif et disons, l'opposition radicale à l'extérieur, c'est-à-dire les exilés. Je n'aimerais pas être à leur place, et parce que je n'aimerais pas être à leur place, je leur conseille de négocier plutôt que de vouloir le renversement violent du pouvoir. Monsieur Béonville, nous avons encore 4 minutes et j'ai 2 questions, donc on ne va pas s'attarder. Au cas où les Béninois préféreraient l'alternance au soir du 11 avril, quelle est cette réforme que vous voulez qu'elle soit pérenne? Quelle réforme, quelle est cette réforme que vous voulez continuer peut-être de voir, quand on rende pérenne cette réforme? Je ne sais pas si vous êtes catholique. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, oui, disait, ah bon, il faut choisir. Je choisis tout. Eh bien, je suis comme mon Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. S'il faut choisir parmi les réformes qui ont été faites pendant les 5 ans que nous venons de vivre, mais je choisis la pérennité, la pérennisation de toutes les réformes. Et qu'on fasse mieux. D'accord. Voilà. Dernière question, certainement, on sait que vous êtes un homme de culture, hein, vous n'avez certainement pas échappé, vous n'avez pas laissé passer cette actualité, la mission française pour la restitution des œuvres d'art du Bénin que le colon a gardé pendant un bon moment. Cette mission française est arrivée au Bénin et a tenu des séances d'échange avec la partie béninoise pour la préparation technique du transfert de ces biens-là. Une réclamation légitime du Bénin? Excusez-moi, madame, mais je ne suis pas sur la même longueur d'onde que le chef de l'État, que ceux qui ont réclamé presque à corps et à cri ce retour des objets, pour 2 raisons. Ces objets sont-ils des objets, des trophées de guerre, ou des objets, comme disent certains, qui nous ont été volés? Nous avons fait la guerre. L'Algérie a fait la guerre. Madagascar a fait la guerre. Tous ces pays ont des objets là-bas, emportés par les guerriers français. Alors, si ce sont des trophées de guerre et que celui qui a gagné la guerre veut bien nous les redonner, je les avais emportés, reprenez-les, je veux bien. Deuxième raison, nous sommes toujours capables de produire des objets semblables à ceux-là, et bien meilleurs, et encore meilleurs que ceux-là. Je préfère que nos artistes... C'est à nous, si on veut on va les prendre. Oui, si on nous les remet, prenons-les, mais que cela ne nous empêche pas de continuer à produire, que cela n'empêche pas nos artisans et nos artistes de continuer à créer, à créer des objets plus beaux encore que ceux-là et que les touristes viendront voir sur place. Tiens, nous avons vu ça au musée de l'Homme, mais ça c'est encore plus majestueux, par exemple. Voilà. Monsieur Béonville, je vais vous laisser retourner dans votre Ouida, d'où vous nous venez. Oui. Peut-être un mot rapidement pour qu'on puisse mettre un terme à ces échanges, on va dire très fructueux. C'est vous qui avez parlé du... Moi, je dis le Covid encore. Je suis resté fidèle aux premiers gens qu'on lui a donnés. D'accord.
on avait promis, on avait dit, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui venait d'arriver, avait demandé qu'on lui envoie rapidement beaucoup d'argent pour qu'il aille au secours des Africains. Et je le cite, il va y avoir des millions et des millions de morts en Afrique, même si sa population est jeune. Bon, grâce à Dieu, ces millions de morts ne sont pas encore à compter. Et je me demande ce que l'Europe attend, ce que l'Occident attend pour venir voir chez nous, ce qui fait que le mal a du mal à s'implanter. Je veux bien qu'il ait... comprendre notre résistance. Oui, parce qu'il doit y avoir une raison à cela. Bon, le Togo a fini par comptabiliser 100 morts la semaine dernière. Le Bénin, 100 morts du Covid. Le Bénin n'en est pas encore à 100. Bon. Nous étions à 90, je pense bien, au 22 mars. Nous approchons la centaine. Ma mémoire ne me joue pas tout. Nous approchons la centaine et il est temps que l'Europe vienne étudier dans nos marmites, dans notre climat, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils résistent, eux, dont on n'attendait pas? C'était un plaisir pour moi d'être resté en votre compagnie pendant 80 minutes, ou plutôt 82. Merci beaucoup, professeur Roger Gbeyanvi, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé pendant 80 minutes avec une jeune dame. Mesdames et messieurs, voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Merci au professeur Roger Gbeyanvi, ancien ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous surtout d'être resté fidèle à ce programme.